Numéro 1. Un pays couvert de vestiges de guerre. Le surnom de tombeau des empires donné à l'Afghanistan n'est absolument pas usurpé. Cette nation a prouvé au monde entier que même si vous êtes l'Empire britannique, l'armée rouge soviétique ou encore la coalition américaine avec les équipements les plus modernes, vous devez repartir tristement en retirant vos troupes une fois le pied posé ici. Leur secret s'avère extrêmement simple, mais constitue le pire cauchemar de tous les types de radars, puisqu'il consiste à utiliser de hautes chaînes de montagnes rocheuses comme des labyrinthes, en associant cela à un esprit de combat très résistant et poussé à l'extrême de la part des populations locales. La conséquence de plus de 4 décennies de conflits continus est que les armes à feu ne représentent plus un objet étrange, mais font désormais partie de la culture de la mode de rue. Ne soyez pas choqués de croiser des hommes portant un fusil AK ou M4 en se promenant au marché, ou installant tranquillement leur arme juste à côté de la table lorsqu'ils mangent une soupe au restaurant. Pour les habitants d'Afghanistan, le fusil ressemble à un bijou pour affirmer son courage et sa confiance en soi. Ils le portent avec eux comme nous portons notre téléphone et notre portefeuille chaque jour. De plus, la possession d'une arme de grande qualité est considérée comme la mesure du statut social et de la richesse d'un homme au sein de la tribu. Cependant, les vestiges de la guerre font également du déplacement entre les villes un véritable examen psychologique très lourd. Après chaque distance de quelques milles, vous tombez directement sur un poste de contrôle armé avec d'épais barrages en béton. À cet endroit, les soldats fouillent les documents de manière très stricte et interdisent totalement l'utilisation d'appareils photo ou de téléphone pour éviter la fuite d'informations militaires. Cela peut sembler excessif et stressant, mais ce contrôle apporte un résultat plutôt positif, car la sécurité actuelle se trouve au niveau le plus stable depuis de nombreuses années. Beaucoup d'habitants et de voyageurs reconnaissent que cette présence importante des forces armées a empêché les gangs criminels et les voleurs d'agir, ce qui rend les trajets entre les régions beaucoup plus sûrs que durant la période de désordre de la guerre passée. Le point le plus remarquable reste la façon dont les habitants font face aux traces laissées par les combats. Ils ont trouvé le moyen de recycler ces ruines pour en faire des espaces apportant de la joie et de l'espoir. Au lieu de laisser les chars d'assaut rouillés de l'armée soviétique, abandonnés sur le bord des routes, comme de simples tas de ferraille, ils ont peint dessus des couleurs éclatantes, transformant ces engins en de fausses coccinelles géantes pour que les enfants puissent grimper et s'amuser. Numéro 2. Le monde fermé des femmes en Afghanistan. En Afghanistan, les femmes se retrouvent presque totalement exclues de toutes les activités sociales de la vie quotidienne. Elles ont l'interdiction de se rendre dans les parcs publics, les centres de loisirs et les salles de sport. Plus difficile encore, les nouvelles lois interdisent désormais aux femmes de parler dans l'espace public. Les autorités affirment que la voix des femmes peut provoquer des distractions et conduire à des comportements inappropriés, si bien qu'elles sont obligées de garder un silence absolu dès qu'elles sortent de leur maison. Sur un lobin, ce contrôle s'avère tellement extrême qu'il s'applique même aux mannequins installés dans les boutiques de mode. Les commerçants de ce pays doivent utiliser des sacs en plastique pour couvrir la tête des mannequins collés du ruban adhésif noir ou cacher le visage sous un tissu afin d'effacer complètement toute représentation d'un visage féminin dans la vie de tous les jours. De nombreux propriétaires de magasins doivent même retirer la tête du mannequin pour éviter de lourdes amendes de la part de la police. Le système éducatif réservé aux jeunes filles dans ce pays est également coupé de façon totale dès qu'elles terminent le cycle primaire. Cela signifie que des millions de jeunes filles perdent la possibilité de poursuivre leurs études au collège, au lycée et à l'université. Ce manque d'éducation implique que dans l'avenir, cette nation ne disposera plus de nouvelles femmes médecins enseignantes ou ingénieurs. Selon les rapports économiques, cette interdiction faite aux femmes de travailler et d'étudier a provoqué une baisse du produit intérieur brut de l'Afghanistan de 1 milliard de dollars par an, plongeant des millions de familles dans une pauvreté extrême en raison de la perte de la moitié de la force de travail du pays. Pourtant, les femmes patounes ont inventé un moyen de résistance secret appelé les landais. Il s'agit de poèmes folkloriques qui se transmettent de bouche à oreille avec une structure extrêmement courte mesurant exactement 22 syllabes. Sans utiliser de papier ni de stylo pour éviter d'être découvertes, elles composent et se partagent ces poèmes comme une façon de libérer leur esprit et de maintenir leur identité personnelle dans une société fortement contrôlée. Elles se servent de la poésie pour se moquer des lois sévères, exprimer la douleur d'une jeunesse gâchée et affirmer que derrière la burqa bleue qui couvre tout leur corps, elles restent des êtres humains avec une âme forte que rien ne peut éteindre. Ces poèmes sont souvent chantés à voix basse lors de réunions de famille très discrètes. Numéro 3. Le safran, une industrie qui apporte de l'espoir aux femmes.
La région de Hérat s'impose comme la zone de culture du safran la plus célèbre d'Afghanistan grâce à un climat semi-aride et à des conditions de sol très adaptées au développement de cette fleur. Grâce à ses avantages naturels, le safran d'Afghanistan a été jugé pendant plusieurs années consécutives comme supérieur à celui de l'Iran en ce qui concerne la qualité et le parfum. En raison de sa valeur économique immense, cette épice est surnommée l'or rouge et devient le symbole de l'agriculture afghane. La saison de la récolte dure seulement quelques semaines chaque année, ce qui explique que la production reste limitée, contribuant ainsi à augmenter encore plus la valeur du safran. Pour obtenir un safran de haute qualité, les producteurs doivent réaliser presque la totalité du processus par des méthodes artisanales. Chaque fleur est cueillie à la main dès l'aube, car c'est le moment où les stigmates conservent leur meilleur parfum et leur qualité optimale. Pour obtenir 1 kg de safran sec, les travailleurs doivent récolter puis séparer les stigmates d'environ 150 000 à 170 000 fleurs. C'est ce travail gigantesque qui place le safran parmi les épices les plus chères du monde. Chaque fleur ne possède que 3 filaments rouges, si bien qu'il n'existe presque aucun moyen de mécaniser totalement l'étape de la récolte. Grâce aux exigences élevées en matière d'habileté et d'attention, l'industrie du safran est devenue une opportunité d'emploi majeure pour les femmes en Afghanistan. Actuellement, plus de 80% de la force de travail pour les étapes de la récolte et de la transformation sont des femmes. Les revenus de ce travail leur apportent une plus grande indépendance financière et permettent d'élever leur statut au sein de la famille ainsi que dans la communauté. En plus d'utiliser les stigmates dans la cuisine haut de gamme, les Afghans profitent également des autres parties de la fleur pour éviter au maximum le gaspillage. Les pétales et les restes, après la séparation des filaments, servent à fabriquer une teinture textile naturelle possédant une couleur jaune caractéristique. Cette teinture s'avère à la fois durable et respectueuse de l'environnement, tout en aidant le secteur textile traditionnel à se développer de manière plus durable. Certains ateliers étudient aussi l'utilisation des pétales pour produire des infusions de plantes et des produits de soins pour la santé, afin d'augmenter la valeur de l'ensemble de la plante de safran. Numéro 4. La gastronomie et les règles de table surprenantes. En Afghanistan, la soupe traditionnelle, kaleh paché, est considérée comme un petit déjeuner riche en énergie qui aide les habitants à tenir pour une journée de travail. Ce plat se prépare à partir de la tête et des pieds de bœuf ou d'agneau que l'on fait mijoter continuellement pendant environ 12 heures pour que la viande devienne tendre et que le bouillon soit riche en nutriments. Il s'agit d'un repas matinal familier qui existe depuis très longtemps dans la vie de la population afghane. En raison de sa forte teneur en graisse et en collagène issu des os et de la peau des animaux, le kaleh paché s'avère particulièrement apprécié en hiver, lorsque le climat devient très froid dans de nombreuses régions d'Afghanistan. Les Afghans cherchent toujours à utiliser presque la totalité de l'animal après l'abattage, ce qui a donné naissance à de nombreux plats riches en protéines qui portent l'identité locale. L'un de ces plats est le patadana, réalisé en hachant finement du foie d'agneau, en l'enroulant dans une couche de graisse de crépine, puis en le faisant griller sur du charbon de bois. De plus, dans de nombreux marchés locaux, on trouve des brochettes de testicules d'agneau grillés, car les habitants croient que ce repas permet de renforcer la santé des hommes grâce aux nombreux minéraux qu'il contient. Lors des grandes fêtes, ainsi que pour l'accueil des invités de marque, le Kabouli Pulao est toujours considéré comme le plat le plus important sur la table. Ce riz est cuit avec des morceaux de viande d'agneau mijotés, jusqu'à devenir très tendres associés à des carottes coupées en lamelles et sucrées, ainsi qu'à des raisins secs pour créer une saveur sucrée-salée très caractéristique. Ensuite, le riz est mélangé avec de l'huile de sésame afin d'apporter un parfum agréable et une belle surface brillante, montrant ainsi la richesse et l'hospitalité du propriétaire de la maison. Dans de nombreux repas de mariage et de festival, les cuisiniers ajoutent également des pistaches ou des amandes sur le dessus pour rendre le plat plus esthétique et plus prestigieux. La cuisine de rue dans la capitale Kaboul est célèbre pour ses pains nahins, qui possèdent une taille immense presque identique à celle d'un volant de voiture. L'artisan applique directement la pâte sur la paroi d'un four en terre, cuite chauffée au rouge pour que le pain soit bien cuit et possède une croûte croustillante. Pour les Afghans, le pain nahan constitue un aliment très respectable, si bien qu'ils n'utilisent jamais de couteau pour le couper, mais le partagent toujours en le déchirant à la main. Si un morceau de pain tombe par mégarde sur le sol, les gens vont le ramasser, l'embrasser délicatement, puis le toucher contre leur front avant de le déposer dans un endroit propre pour que les oiseaux ou d'autres animaux le mangent à leur place au lieu de le jeter à la poubelle. Lorsque les habitants mangent dans les espaces publics, ils doivent respecter des règles strictes concernant la séparation entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes ne s'asseyent pas pour manger ensemble dans un même espace ouvert.
C'est pourquoi les restaurants organisent tous des espaces réservés aux familles avec des rideaux fermés ou des salles closes pour que les femmes puissent prendre leur repas sans être vues par des hommes inconnus, conformément règles en vigueur. Dans de nombreux établissements, la zone réservée aux familles possède même un chemin d'accès indépendant ou un espace séparé pour que les femmes et les enfants puissent manger de façon plus discrète. Numéro 5. Les merveilles oubliées au milieu d'une nature difficile. Au milieu des montagnes de la région de l'Hindu Kush, vous serez surpris de découvrir banc de Hamir, un ensemble de 6 lacs d'eau douce possédant une couleur bleu turquoise. La particularité est que ces lacs se retrouvent séparés par des barrages naturels formés par l'accumulation de minéraux au fil de milliers d'années. Il s'agit du tout premier parc national d'Afghanistan, une véritable oasis verdoyante installée au milieu d'un espace de montagne grandiose. Dans la célèbre vallée de Bamiyan, on peut observer un spectacle tout à fait étrange puisque des habitants pauvres et sans terre ont transformé des grottes anciennes en habitations. Ces cavités étaient à l'origine des lieux de méditation pour les moines bouddhistes dès le 5e siècle. Au lieu de les laisser à l'abandon, la population y a installé des portes et l'électricité pour former un village accroché à la falaise. Caché profondément dans des montagnes désertes, se dresse le minaret de Jam d'une hauteur de 65 mètres. C'est un chef-d'œuvre d'architecture en briques cuites, datant du XIIe siècle, entièrement couvert de textes sacrés délicats, réalisés avec des briques émaillées de couleur turquoise. Le point remarquable est que cette tour se dresse seule au milieu d'un grand espace vide, car la totalité de la ville ancienne qui l'entourait a été effacée à la suite des invasions de l'histoire. Actuellement, il s'agit de l'un des patrimoines les plus précieux, mais aussi les plus difficiles d'accès au monde, en raison d'un terrain très escarpé. Situé à la frontière entre le Tadjikistan, le Pakistan et la Chine, se trouve un territoire étroit et sinueux, installé à 4000 mètres d'altitude, appelé le corridor de Wakhan. Cette bande de terre a été créée par les grandes puissances au XIXe siècle, uniquement pour servir de zone tampon, afin d'éviter les affrontements entre l'Empire russe et l'Empire britannique. En raison de cet isolement, les habitants qui vivent dans cet endroit ignorent presque tout de la guerre ou des changements politiques extérieurs, et ils conservent un mode de vie nomade, datant de plusieurs centaines d'années. Peu de gens savent que la ville ancienne de Balkh était autrefois surnommée la mère des villes et constituait un centre de commerce très développé sur la route de la soie. Cet endroit a été le berceau de plusieurs grandes civilisations et le lieu de rassemblement de savants illustres. Pourtant, après des milliers d'années et de nombreuses destructions, il ne reste aujourd'hui que d'immenses ruines de remparts faites de boue et de terre. Numéro 6. Un sport national intense et coûteux. La population afghane se passionne pour un sport vieux de plusieurs siècles appelé le bouskashi. Le point qui surprend le plus les étrangers reste le fait que les joueurs n'utilisent pas de ballon, puisque des dizaines de cavaliers se lancent à la poursuite de la carcasse d'une chèvre ou d'un veau préalablement préparé. Cette image peut sembler impressionnante pour beaucoup de personnes, mais pour les habitants d'ici, elle représente le symbole de la force et du courage des véritables guerriers. Les meilleurs cavaliers, appelés les chapandazes, sont souvent respectés comme des héros nationaux et s'imposent comme le symbole du pouvoir des chefs de tribu. Le match se déroule sur de grands terrains vagues, avec une règle du jeu extrêmement simple, car celui qui réussit à attraper la carcasse de la chèvre et à la jeter dans le cercle tracé au sol, appelé le cercle de la justice, marque un point. Mais pour y parvenir, les cavaliers n'hésitent pas à utiliser des fouets en cuir les uns contre les autres ou à provoquer de violents contacts entre les chevaux pour obtenir l'avantage. C'est un endroit où les hommes montrent leur habileté à diriger leur monture et leur résistance face à la douleur physique. Le fait curieux est qu'un match de bouskashi peut se poursuivre continuellement de jour en jour sans avoir de durée de fin fixe. Le nombre total de points ou de manches dépend entièrement de la somme d'argent que le sponsor possède pour distribuer les récompenses. Si le donateur dispose encore d'argent et de cadeaux comme des tapis des motos, ou de l'argent liquide, les cavaliers continuent à se battre sur leurs chevaux. Il existe des matchs qui durent une semaine entière, simplement parce que le sponsor se montre très généreux, transformant le terrain en un festival pour afficher sa richesse et son influence. Il ne faut pas sous-estimer les chevaux dans ce sport, car leur valeur s'avère extraordinaire, pouvant atteindre 50 000 $ par animal. Ces montures doivent suivre un entraînement très strict pendant 5 ans, pour apprendre à garder l'équilibre et à supporter les violents contacts sur le terrain. En Afghanistan, ces chevaux de combat sont souvent choyés par leurs propriétaires et respectés plus encore que le cavalier lui-même, car ils représentent l'âme qui décide de la victoire ou de la défaite de toute l'équipe. Les gens croient qu'un véritable cheval de bouskashi possède la capacité de protéger son maître et sait exactement quand accélérer pour s'échapper du groupe d'adversaires.
Enfin, le ballon particulier de ce match fait également l'objet d'une préparation très minutieuse. Avant la rencontre, les organisateurs doivent plonger la carcasse de la chèvre dans de l'eau froide pendant 24 heures consécutives. Le but de cette action est de rendre la peau la plus solide et la plus dure possible, pour garantir qu'elle ne se déchire pas, même si des dizaines de cavaliers tirent dessus en même temps dans des directions différentes. Numéro 7. Le calendrier le plus précis du monde et les fausses dates de naissance. Même si la majeure partie du monde vit au 20 et 1e siècle dès que vous descendez d'un avion en Afghanistan, vous voyagez dans le temps pour reculer de plusieurs centaines d'années. La raison vient du fait que les habitants n'utilisent pas le calendrier grégorien classique, mais se servent du calendrier solar hijri, appelé aussi le calendrier solaire. Ne croyez pas qu'ils vivent de manière arriérée, car ils ont simplement choisi un point de départ différent, situé en l'an 622. C'est pourquoi, alors que nous sommes en l'an 2026, leur calendrier indique seulement l'année 1404. Ce système possède une précision extraordinaire, dépassant de loin le calendrier solaire que nous utilisons tous. Au lieu de calculer les années bissextiles selon une formule mathématique qui ajoute un jour tous les 4 ans, le calendrier solar hijri définit le temps en s'appuyant sur des observations astronomiques réelles. Les scientifiques mesurent la position du Soleil par rapport à la Terre pour définir précisément le moment de l'équinoxe de printemps là où le jour et la nuit possèdent une durée identique. La nouvelle année commence officiellement à cet instant précis de l'astronomie qui tombe généralement le 20 ou le 21 mars. Sa correspondance avec la nature s'avère si parfaite qu'il faut attendre 110 000 ans pour constater un décalage de 1 jour, alors que notre calendrier grégorien se décale de 1 jour tous les 3300 ans. Seulement, cependant, la grande précision de ce calendrier s'oppose totalement au désordre qui existe dans les documents d'identité des habitants. Les années de guerre civile destructrice et la disparition des administrations ont fait perdre leur acte de naissance à des millions de personnes. Le résultat est qu'une part immense de la population en Afghanistan ignore précisément son jour, sa date et son année de naissance. De nombreuses personnes âgées se souviennent seulement de façon vague d'être nées pendant la récolte du blé ou durant l'année de la grande tempête de neige, sans avoir de chiffres précis sur les papiers. Pour régler cette situation confuse au moment de fabriquer une nouvelle carte d'identité ou de monter un dossier de refuge vers l'étranger, un phénomène surprenant s'est produit, puisque des millions de personnes ont décidé de choisir ensemble la date du 1er janvier comme jour de naissance par défaut. Le choix du premier jour de l'année rend les démarches administratives beaucoup plus simples et plus rapides. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner en ouvrant les réseaux sociaux le 1er janvier de voir une quantité impressionnante d'amis afghans recevoir en même temps des messages pour leur anniversaire. Numéro 8. Le code d'honneur Pashtunwali. Vous est-il déjà arrivé d'acheter un produit et de voir le vendeur refuser catégoriquement de prendre votre argent tout en insistant pour que vous restiez dîner ? Cela ressemble à une plaisanterie, mais c'est une situation surprenante que vous allez certainement rencontrer en arrivant en Afghanistan. Dans ce pays, les commerçants vont refuser fermement de recevoir votre argent avec un comportement très sérieux. De plus, ils vont vous inviter continuellement à boire du thé vert gratuitement. La raison principale de cette générosité incroyable vient du fait que les Afghans sont liés par le Pashtunwali. Il s'agit d'un code d'honneur qui existe depuis plusieurs siècles et qui dirige tous les comportements des Pashtuns, le groupe ethnique le plus grand du pays. Dans ce code, la règle appelée Melmastia impose une hospitalité absolue envers quiconque vient leur rendre visite sans distinction d'ethnie ou de religion et sans avoir le droit d'attendre quelque chose en retour. Même les familles les plus pauvres vont réserver des plats coûteux, comme le riz kabouli pulao ou de la viande d'agneau grillée, pour accueillir un étranger. Il arrive souvent que le propriétaire utilise ses dernières économies ou tue le seul animal de la maison pour préparer un grand repas. Ils acceptent que les membres de la famille restent le ventre vide pour garantir que l'invité mange bien. Pour eux, recevoir un invité constitue une bénédiction de Dieu, et traiter un visiteur de mauvaise manière représente une honte difficile à effacer pour tout le clan. Le code Pashtunwali contient également une autre règle encore plus incroyable, appelée Nanawatai. Cette loi oblige un Pashtun à offrir un abri et à protéger au péril de sa vie quiconque vient lui demander de l'aide, même si cette personne s'avère être son propre ennemi. Une fois que vous passez le seuil de leur maison pour demander de l'aide, le propriétaire a le devoir de vous défendre contre n'importe qui, qu'il s'agisse de gangs ou même de l'armée. Pourtant, à l'inverse de cette grande hospitalité, le code Pashtunwali possède une autre règle, appelée Badal. Il s'agit d'un système de justice personnelle où l'honneur de la famille passe avant tout. Une simple moquerie ou un petit conflit de terrain ou de sentiments peut déclencher des vengeances violentes.
Ces conflits conduisent parfois les familles à se faire de graves blessures dans le but de protéger leur honneur. Le plus redoutable reste que ces vengeances n'ont pas de date de fin et peuvent se poursuivre de génération en génération, obligeant les enfants à continuer à venger leurs ancêtres. Numéro 9. Les superstitions qui dirigent la vie quotidienne. Si vous vivez en Afghanistan, vous devez faire particulièrement attention à vos pieds, car ils peuvent provoquer des ennuis inattendus. Par exemple, si vous touchez par mégarde un balai avec la plante de votre pied, les habitants croient que cela représente un mauvais présage, annonçant que vous allez être accusé à tort par quelqu'un ou que vous allez subir des rumeurs malveillantes. De même, si vous marchez dans la rue et que vous touchez accidentellement le talon ou le pied d'une autre personne, vous devez tous les deux vous arrêter immédiatement pour vous serrer la main de façon amicale. Sans ce geste de salutation pour chasser le mauvais sort, les gens pensent qu'une bagarre ou un grand conflit va éclater juste après entre les deux individus. Les actions ne sont pas les seules concernées, puisque les paroles doivent également être choisies avec soin, surtout lorsque vous parlez avec des enfants. Dans de nombreux endroits, faire un compliment à un enfant en disant qu'il est beau est considéré comme un acte qui apporte la malchance. Les Afghans ont une peur bleue du mauvais œil. Ils pensent que les louanges excessives attirent l'attention des forces du mal, ce qui peut rendre l'enfant malade ou provoquer un accident immédiat. C'est pourquoi, au lieu de faire un compliment direct, les gens ajoutent généralement des phrases de prière pour protéger l'enfant contre ces paroles toxiques. Un autre fait amusant est que les habitants d'ici considèrent le corps humain comme un système de prévision pour la météo financière. Si vous ressentez soudainement une démangeaison dans la paume de votre main droite, réjouissez-vous car c'est le signe que vous allez bientôt recevoir une grande somme d'argent. A l'inverse, si c'est la paume de la main gauche qui vous gratte, vous devez vous préparer, car cela annonce une perte d'argent ou même une faillite. Cette croyance s'avère tellement populaire que de nombreuses personnes ressentent une réelle inquiétude ou une grande excitation simplement à cause d'une démangeaison soudaine à la main. De plus, durant les moments d'éclipse solaire ou lunaire, les femmes enceintes doivent respecter une interdiction très étrange, qui leur interdit absolument de se gratter le corps. Les gens croient que si une femme enceinte se gratte la peau à n'importe quel endroit au moment où le soleil se trouve caché, cette trace va se transformer en une tache de naissance noire et permanente sur la peau de l'enfant qui va naître. Numéro 10. La bataille pour la vie et la mort dans le ciel de Kaboul. Pour la population afghane, faire voler un cerf-volant n'a jamais représenté un jeu de détente pour admirer un paysage paisible. Au lieu de cela, il s'agit d'un véritable combat dans les airs, appelé le Gudi-Parand Bazi. L'unique objectif de chaque joueur consiste à diriger son cerf-volant pour attaquer et couper le fil de tous les adversaires aux alentours. Le ciel de Kaboul, lors des journées de grand vent, s'avère très coloré par des centaines de cerfs-volants multicolores. Mais derrière cette beauté se cache une poursuite et une destruction mutuelle extrêmement intense. L'élément déterminant pour la victoire réside dans la préparation du fil du cerf-volant. Pour rendre ce fil particulièrement efficace lors des compétitions, les participants le préparent méticuleusement de façon artisanale afin de le rendre très résistant. Une fois sec, le fil devient capable de trancher le lien de l'adversaire lors d'une manœuvre précise. Toutefois, comme ces fils sont conçus pour être extrêmement robustes et peuvent irriter la peau, les joueurs protègent souvent leurs doigts avec du ruban adhésif ou des protections en cuir pour manipuler le fil en toute sécurité lors des mouvements rapides. Ce sport exige une collaboration étroite entre deux partenaires, dont l'un se concentre sur le pilotage pour les manœuvres tactiques, tandis que l'autre gère le dévidage du fil à partir d'un rouleau en bois. La coordination entre ces deux personnes est essentielle pour que le cerf-volant puisse naviguer avec agilité et réussir à couper le fil de l'autre équipe. Lorsqu'un fil est rompu, le cerf-volant vaincu dérive au gré du vent et peut être récupéré par les spectateurs. C'est alors que commence une autre activité au sol avec les chasseurs de cerfs-volants. Ce sont souvent des jeunes qui font preuve d'une grande énergie en courant à travers la ville ou en grimpant sur des points de vue élevés pour attraper l'objet qui tombe. Pour eux, réussir à capturer un cerf-volant est une marque de rapidité et de détermination. Voilà, ce sont les 10 faits surprenants sur l'Afghanistan. Si vous aviez la chance de poser le pied sur cette terre de l'or rouge, choisiriez-vous de vous tenir devant les falaises chargées d'histoire de Bamiyan pour ressentir le passé ? Ou préféreriez-vous tenter votre chance, admirant les intenses batailles de cerfs-volants dans le ciel de Kaboul ? N'oubliez pas de partager vos pensées dans l'espace des commentaires ci-dessous. Si vous trouvez que ces informations possèdent une grande valeur, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains voyages à la découverte des Autobétés, territoires les plus uniques et les plus insolites de la planète. Merci beaucoup pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt pour nos futures aventures.